Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Libre-Échange. Libre-Échange qui est reprise aujourd'hui, comme vous le savez, un peu partout en France. Et merci à vous et merci également à nos invités. Alors, la dernière fois, on avait parlé sur les personnes âgées. On a eu une émission il n'y a pas longtemps où on a eu le plaisir d'avoir l'interview de Yann Arthus Bertrand qui nous a parlé bien des actions qu'il menait, qui nous a parlé aussi de l'importance d'avoir des gestes éco-citoyens. Et pour ce faire, aujourd'hui, eh bien, je vais recevoir un invité sur le plateau et nous allons parler de l'eau, l'importance de l'eau dans la vie de tous les jours. Et c'est un sujet, comme on a préparé l'émission, très vaste. Mais comme me disait Monsieur Duchemin, donc Monsieur Jean Duchemin est parmi nous, c'est le président de la Vigie de l'eau. Et il me disait, mais savez, c'est vaste. Et alors, on va cerner un petit peu tout ça. Bonjour, Monsieur Duchemin. Bonjour. Et également, alors j'ai en ligne Monsieur Jean-François Donzier, qui est directeur général de l'OAO. Et en fait, c'est de l'Office international de l'eau. Monsieur Donzier, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour, Monsieur Donzier, merci beaucoup. Bonjour, monsieur. L'OIO, quand même. Comment ? C'est plutôt l'OIO. L'OIO. Voilà, on va l'épeler, comme ça je ne fais pas d'erreur. Donc, OIEAU. Voilà. L'Office international de l'eau. Donc vous êtes, alors en fait, vous avez été nommé depuis 91 pour faire la création par le gouvernement de l'Office international de l'eau. C'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Et notre vocation est d'aider surtout les gouvernements étrangers à faire les réformes qui s'imposent pour mieux gérer l'eau chez eux. D'accord. Alors, j'ai pu voir que vous faisiez beaucoup de choses. Hein. Vous êtes administrateur du Partenariat mondial de l'eau à Stockholm. Vous êtes le gouverneur du Conseil mondial de l'eau lors de sa création en 1997. Vous êtes le secrétaire technique permanent du réseau international des organismes du bassin RIOB. Donc, vous êtes président du Centre mexicain de formation de l'eau et de l'assainissement. Enfin, je pourrais énumérer. Hein, vous êtes présent également sur la Pologne, le Canada, un peu partout dans le monde. Et notamment, vous êtes membre de l'Académie royale de l'eau de Norvège, du comité consultatif du Centre international des technologies de l'environnement du PNUE à Osaka. Et donc, ainsi que de la Commission française pour l'UNESCO et expert auprès de la ville de Paris pour les services de l'eau. Mais bon, il y a encore plein de choses à dire. Donc, vous êtes, comment je veux dire, un intervenant de choix et qui connaissait bien le sujet de l'eau. Alors, justement, qu'en est-il de l'eau ? D'un point de vue général, de l'eau, parce que bien souvent, on se dit l'eau, on en a beaucoup, il y en a plein dans les océans, il y en a plein partout, mais celle-ci, elle n'est pas trop buvable. Ce qui nous concerne beaucoup, surtout, c'est l'eau douce. Alors, qu'en est-il d'un point de vue de l'eau douce, Monsieur Donzier ? Si vous voulez, l'eau douce, effectivement, il y en a pas beaucoup sur Terre. Grosso modo, 2% de l'eau totale que nous avons sur la planète, tout le reste étant de l'eau des océans, donc salée, qu'on peut éventuellement utiliser avec des usines de dessalement, mais ça on en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui. L'essentiel de l'eau douce coule dans les rivières et dans les lacs, mais la plus grande quantité est dans les nappes d'eau souterraines, ce qu'on appelle les aquifères. Alors le problème, c'est que la population mondiale grossit rapidement. Oui. On estime que peut-être la population de la planète serait de l'ordre de 11 milliards d'habitants d'ici 2100, peut-être même un peu avant, et que de plus en plus, les hommes consomment de l'eau douce. On a multiplié par 6 la consommation d'eau douce depuis les années 1900, alors que la population mondiale n'augmentait que de 3. Mais pourquoi ? Pourquoi justement il y a une consommation beaucoup plus importante ? C'est dû à quel facteur ? On gaspille énormément. Oui. Et que, bien entendu, les besoins eux-mêmes augmentent. Il y a des besoins pour l'eau domestique, ce qu'on appelle chez nous l'eau potable, celle qu'on a nous au robinet quand on est en Europe de l'Ouest.
il y a des consommations industrielles, et puis surtout il y a la consommation agricole, l'agriculture irriguée qui est indispensable évidemment pour nourrir les habitants de la planète, est de loin le plus gros consommateur net d'eau et consomme à peu près 80% de l'ensemble des prélèvements humains. Effectivement. Alors, sur notre plateau, j'ai Monsieur Jean Duchemin qui, lui, donc, est le président de la Vigie de l'eau depuis 2007. Hein, donc, vous êtes le président fondateur, c'est bien ça. Je vous laisse vous présenter, pour pas dire de bêtises, Monsieur Duchemin. Oui, je suis donc le président fondateur de la Vigie de l'eau. La Vigie de l'eau a été fondée par deux entités. Donc à l'époque, j'étais président de Vitel Congrès Tourisme et je connaissais bien le monde de l'INRA. Car dans ma carrière professionnelle, j'ai eu à, développer et mettre en place, la protection des nappes d'eau de Vitel. Hein. Et à cet effet, donc, nous avions fait appel à l'Institut national agronomique pour mener ces études et comment, avoir une agriculture qui soit compatible, avec la protection des ressources en eau. Et à cette occasion, donc, j'ai rencontré l'INRA et en ayant quelques discussions avec eux, nous avons créé à Vitel cette association La Vigie de l'eau, qui existe donc depuis 2007. Cette association œuvre pour donner, c'est une association de culture scientifique, hein, pour donner des informations les plus, objectives sur le domaine de l'eau aux populations, hein, de telle façon, à nos concitoyens, de telle façon qu'ils aient, les éléments pour, lorsque ils veulent discuter, ils entendent un certain nombre de choses, avoir, la connaissance précise, hein, ou objective, la plus objective possible. Hein, sur les domaines qui touchent à l'eau. Alors, vous parlez d'objectivité. Bien souvent, on dit oui, mais souvent les organismes, ils traficotent un peu les chiffres et tout ça. Alors, est-ce que l'eau en général, potable, qu'on a accès ici, je veux dire, en France, est une eau propre, saine, en général? En général, dans les pays développés, d'une façon générale, l'eau que nous consommons, au robinet ou en bouteille, etc., sont des eaux parfaitement consommables et saines. Il peut y avoir mais qui dit consommable ne veut pas dire automatiquement sans résidus, que ce soit pesticides, sans ces matières-là. Vous savez, aujourd'hui... médicamenteuses et autres. Aujourd'hui, il y aura toujours, des résidus. Surtout que l'évolution, hein, des techniques d'analyse progresse de jour en jour. Nous allons de plus en plus loin dans la recherche d'éléments dans tout ce qui nous environne. Je me rappelle à l'époque où j'étais en activité, de discuter avec les gens de laboratoire de chez nous. On disait, c'est un facteur 10 puissance moins 3 tous les 10 ans, hein, dans les recherches d'éléments que l'on peut trouver. Et l'eau est une matière, particulièrement, scrutée, hein, parce que c'est un des solvants majeurs dans ce domaine. Hein. Alors, mais je pense, moi, je dis, que d'une façon générale, et notamment en France, hein, l'eau, je parle globalement. Hein, est tout à fait consommable. Pour vous, cette analyse, Monsieur Donzier, est-ce que vous faites la même analyse pour la France, l'Europe et d'un point de vue mondial? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, si vous voulez, la France est bien sûr membre de l'Union européenne et en ce qui concerne l'eau potable, hein, c'est-à-dire l'eau domestique distribuée au robinet dans nos maisons, nous sommes contrôlés dans le cadre, bien sûr, des normes de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi des normes qui ont été fixées par la Commission européenne
au titre de la directive sur les eaux potables. Et c'est une directive très stricte qui en France est suivie dans son application par les services du ministère chargé de la Santé, avec des analyses fréquentes, bien entendu plus fréquentes pour les grandes villes que pour les petits villages, mais l'eau distribuée au robinet en France pratiquement partout est conforme à ces normes, qui sont des normes très strictes de santé publique. Alors ce que nous connaissons chez nous, c'est une situation qui est quand même exceptionnelle au niveau mondial. C'est-à-dire d'avoir de l'eau potable, à ce sens des normes européennes, au robinet 24 heures sur 24, 365 jours par an, c'est un luxe inouï que tous les habitants de la planète, notamment dès qu'on va vers le sud, mais aussi certains des pays de l'Union européenne, nouveaux membres comme la Bulgarie ou la Roumanie, c'est une chance qu'ils nous envient. L'eau potable, c'est quelque chose d'exceptionnel et pratiquement toutes les grandes villes du monde du Sud n'ont pas du tout d'eau potable. Elles ont éventuellement de l'eau distribuée au robinet, mais ce n'est pas de l'eau potable au sens où nous le consommons chez nous. Et puis, bien entendu, il y a toute la problématique du monde rural qui, dans les pays en développement, a énormément de difficultés aujourd'hui à accéder même à ce qu'on appelle une eau saine. Oui. C'est-à-dire une eau qui ne donne pas des maladies. Et vous savez que les maladies hydriques, celles qui sont liées à l'eau, en premier lieu, les diarrhées des nourrissons dans les pays du Sud créent des difficultés considérables de santé publique et sont la première cause de maladies et de handicaps dans le monde, bien avant le sida et d'autres grandes épidémies dont on parle beaucoup plus. Alors justement, oui. Vous voulez rebondir, monsieur Duchemin. Je vous rejoins tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est de l'ordre de 3 600 000 personnes qui décèdent tous les ans par après avoir bu des eaux insalubres. C'est incroyable. Ça veut dire 3 600 000, c'est 10 000 personnes par jour. Qui, disons, décèdent parce qu'ils boivent de l'eau qui n'a pas été, disons, traitée. Et si vous allez, vous voyagez, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de voyager dans un certain nombre de pays, Moyen-Orient, Asie, etc., dans un certain nombre de ces pays, vous voyez le problème de la salubrité et de l'eau est un problème majeur. Alors justement, on vous parlait d'Asie parce que vous avez été coordinateur technique sur toute la zone Middle East Asie, sur cette zone-là. Qu'en était-il à l'époque et qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une évolution des choses ? Parce qu'on voit l'Asie qui est en train de se développer d'une façon industrielle, qui est en train d'exploser, allons-nous dire. Et à ce sujet, qu'en est-il ? Alors, les situations sont très variables. Moi, je peux citer un cas parce que j'ai fréquenté assez souvent ce pays qui est le Vietnam, par exemple. Je sais qu'au Vietnam, disons, lorsque vous êtes dans les grandes villes, aujourd'hui, ils font des efforts considérables et ils vont, heureusement, se développer assez vite de ce côté-là. Et aujourd'hui, dans les grandes villes, on peut considérer que l'eau d'adduction est correcte et potable. Par contre, dès que vous partez dans les campagnes, là, il y a de très gros efforts encore à faire aujourd'hui. Alors, sur les pays qui sont émergents, Monsieur Donzier, comme l'Afrique, qui sont en train d'exploser, là, comment ça se passe aussi ? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé. Il y a beaucoup d'enfants, de personnes qui meurent aujourd'hui de dysenterie, diphtérie, différentes maladies. Comme l'a dit M. Duchemin sur l'Asie, la situation en Afrique est aussi extrêmement hétérogène. Il y a un certain nombre de pays qui se sont engagés de façon très radicale dans des réformes pour améliorer les institutions de l'eau. Et ces pays sont en train d'en tirer les bénéfices. Le Maroc, l'Algérie d'une certaine façon, la Tunisie, le Burkina Faso, le Sénégal, le Kenya, l'Afrique du Sud, pour ne citer qu'eux, ont fait, en termes de gestion globale, et puis en termes de distribution d'eau potable et éventuellement d'assainissement, des progrès considérables. D'autres pays n'ont pas fait ces réformes, et ils en payent la facture, en tout cas les habitants en payent la facture, c'est-à-dire qu'ils n'ont
plus ou pas, et toujours pas accès à l'eau saine lorsqu'on parle d'eau de boisson ou d'eau domestique. Et puis, ils ont des problèmes de plus en plus considérables d'assainissement. L'assainissement est sans doute aujourd'hui une des difficultés majeures à laquelle nous sommes confrontés. Vous savez que les Nations Unies estiment que dans le monde, 85% de tous les rejets humains, non seulement domestiques mais aussi industriels et autres, retournent au milieu naturel sans aucun traitement. C'est énorme. C'est incroyable. Et ce problème, surtout quand il touche des très grandes villes, les grandes métropoles du Sud, avec leurs bidonvilles, appelons les choses comme ça, ou les quartiers défavorisés qui les entourent, sont dans une situation d'hygiène par rapport à la collecte des eaux usées et évidemment à leur absence de traitement, qui est de plus en plus préoccupante, et là-dessus les progrès ne sont pas au rendez-vous tel qu'en tout cas les Nations Unies en avaient fixé l'objectif. Alors, vous parliez justement de l'ONU, là où vous intervenez également, mais l'eau potable est quand même, je veux dire, quelque chose qui doit être accessible par déontologie, vais-je dire, à tout le monde. Tout le monde devrait avoir de l'eau, pouvoir consommer de l'eau, avoir un accès à l'eau potable. Qu'en pensez-vous ? On est tous d'accord, surtout nous. Le problème ensuite, comme je vous le disais, il dépend de la volonté politique de certains gouvernements à faire justement les réformes nécessaires pour que les services qui sont quotidiens et naturels chez nous, et en plus pas très chers, puissent être aussi accessibles à leur population. Alors c'est vrai qu'ils sont confrontés dans beaucoup de cas à des situations difficiles, le problème de l'accès aux villages en zone rurale, comme le disait M. Duchemin, et puis également bien sûr ce problème faramineux des grandes banlieues des agglomérations, avec leurs quartiers défavorisés, qu'on appelle ici favela, ailleurs township ou bidonville, dans lesquels il est très difficile d'intervenir. Et si les réformes du secteur n'ont pas été faites à la fois au niveau de la gestion de la ressource dans le milieu naturel, c'est là qu'on retrouvera la notion de bassin ou d'aquifère, mais aussi au niveau de l'organisation du service de l'eau domestique ou potable et de l'assainissement, puisque les deux sont intimement liés, eh ben, on ne progresse pas. Mais il faut un certain courage politique pour faire les réformes dans ce domaine, et beaucoup de gouvernements ne sont pas au rendez-vous. Et ce qui est bien dommage, parce que il y a quand même un intérêt fondamental et majeur dans l'intérêt général des populations. Alors justement, vous, là, Monsieur Duchemin, par rapport à ce que vous venez de dire, on parlait tout à l'heure de Vittel, on parlait d'un point de vue scientifique. Là, qu'en pensent justement les scientifiques de ce côté-là ? Est-ce qu'ils sont entendus par les politiques ou pas ? Oui, bien sûr. Si vous voulez, nous avons, enfin nous, notre association, disons, son but, c'est de donner, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'information. Pour ça, et cette information, nous la donnons. Nous avons un conseil scientifique qui comprend une quinzaine de représentants universitaires français et étrangers. Donc, il y a un travail qui se fait important. Bon, je peux en donner un exemple que je connais bien. Par exemple, c'est l'exemple qui a été fait sur le site de Vittel pour la protection des ressources en eau, hein, un programme qui a été développé, disons, à partir des années 85, hein, pour, disons, voir comment peut-on protéger, disons, une ressource, notamment les ressources souterraines. Il a fallu mettre en œuvre toute une équipe de chercheurs. À l'époque, c'était environ une quinzaine de chercheurs de l'INRA, à la fois des sociologues, à la fois des économistes, à la fois des agronomes, à la fois des hydrologues, etc., qui ont pu bâtir un programme et arriver à ce que nous avons pu réaliser aujourd'hui, qui reste encore une référence. Mais ceci aussi a des coûts. Hein. Il faut voir que dans les pays que vous évoquiez tout à l'heure, traiter et résoudre les problèmes d'eau, c'est des coûts importants. Hein, il faut gérer les ressources en eau. C'est aussi, je vous disais tout à l'heure qu'un pays que j'ai particulièrement fréquenté, c'est le Vietnam. Bon, au Vietnam, disons,
on fait 2 à 3 récoltes de riz par an, hein, parce qu'on a été pompé, on va pomper de l'eau pour irriguer. Monsieur tout à l'heure signalait les problèmes de l'utilisation d'eau agricole, mais si vous pompez trop dans une nappe, vous pouvez aussi la mettre en dépression. Hein, et à ce moment-là, c'est ce qui se passe dans certains de ces pays, vous avez, disons, l'eau douce que vous avez captée est remplacée progressivement par des eaux salées, hein, parce que lorsque vous vous trouvez près des côtes et des choses comme ça. Donc, c'est l'eau. Hein, moi, ce qui m'intéresse dans ces problèmes d'eau, j'aime bien cette phrase d'Orsena qui dit « Apprendre à gérer la ressource en eau, c'est apprendre à vivre ensemble ». Il faut bien être conscient que gérer les ressources en eau, que ce soit pour les prélever, pour les traiter, pour les utiliser, hein, c'est forcément un dialogue entre différents acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, n'a-t-on pas la facilité, nous aujourd'hui, je veux dire, la France, pays européen, enfin une majorité des pays européens, pays que nous disons développés, la facilité d'ouvrir le robinet en se disant, bon, bah, j'ai l'eau là, est-ce qu'il n'y a pas un manque de sensibilisation des populations sur l'intérêt d'économiser, de prendre soin de l'eau, de faire attention, d'avoir des gestes éco-citoyens? Oui, non, mais tout à fait. Dans nos régions, on n'a pas de problème globalement de quantité d'eau. Hein. Mais il est quand même important de l'économiser, l'eau propre, de l'économiser. Parce que, bon, si vous prenez un bain plutôt qu'une douche, vous allez consommer beaucoup plus d'eau. Surtout, vous allez la salir. Et derrière, il va falloir la traiter. Hein. Il va falloir et ça, c'est des coûts. Hein. Alors, Monsieur Donzier, justement, parce que l'eau, c'est naturel, c'est pas cher, et tout le monde, c'est gratuit. L'eau, elle est gratuite. Tout le monde dit, ouais, mais attends, me faire payer l'eau. Nous, par exemple, en France, on le voit régulièrement dans les actualités d'une ville à l'autre. Il y a des variantes, et tout le monde se dit, oh là, mais l'eau, c'est cher. Oui. Alors, si vous voulez, de ce point de vue-là, il faut faire la distinction entre deux choses. Il y a l'eau, ressource naturelle. C'est-à-dire, en gros, celle qui nous arrive par la pluie ou la neige. Oui. Celle-là, elle est gratuite. Vous sortez de chez vous avec un seau en plastique partant de pluie, personne ne vous fera payer l'eau que vous récoltez venant du ciel. Ce qui coûte cher, ce sont les services liés à l'eau. Tout à fait. Parce que l'eau, elle n'est pas chez vous, dans votre immeuble. Eh oui. À Paris, pour avoir de l'eau, il faut aller la chercher à plusieurs centaines de kilomètres pour l'eau de source. Il faut forer pour aller la chercher dans les aquifères profonds. Il faut la prélever dans les rivières qui alimentent la Seine au niveau de Paris. Et puis, bien entendu, il faut la traiter pour qu'elle soit potable, parce que l'eau naturelle est assez rarement potable, à part éventuellement les eaux minérales ou les eaux de source. Et puis, ensuite, il faut la transporter par des réseaux de plusieurs centaines de kilomètres de canalisation, avec des pompes et toute une série d'équipements. Bien entendu, la surveillance, les laboratoires pour vérifier la qualité. Donc, ce sont les services que nous payons. Et ces services, c'est assimilable à du transport ou à de la teinturerie, du nettoyage. Et ces services ne sont pas d'ailleurs si chers que ça, parce que, tout compris en France, entre le service de l'adduction d'eau potable, auquel s'ajoute le service de l'assainissement, plus ce qu'on appelle les redevances, des taxes que l'on paye aux agences de l'eau dans chaque bassin pour améliorer la ressource en eau dans le milieu naturel, et un certain nombre de taxes comme la TVA, eh bien on arrive grosso modo à 3,90 € maintenant en moyenne nationale. Alors il y a un peu moins cher, un peu plus cher. Mais si vous regardez ce que dans notre économie française, vous pouvez vous payer pour 3,90 €, vous apercevrez que 1 mètre cube d'eau livré à la maison au robinet, et encore une fois toute l'année et tous les jours,
Ça fait 1 tonne d'eau qu'on vous livre à domicile et qu'on vous reprend ensuite pour la nettoyer avant de la mettre dans les rivières. Eh ben, c'est à peine le prix de 2 litres d'essence et c'est la moitié du prix d'un paquet de cigarettes. Donc, bien sûr, tous les consommateurs vous diront que c'est cher parce qu'on n'aime pas payer. Mais c'est beaucoup moins cher que l'électricité, encore beaucoup moins cher que le téléphone. Donc on est aujourd'hui arrivé chez nous, dans l'Europe de l'Ouest en général, puisqu'on est tous à peu près au même niveau, à un système qui est efficace sur le plan technique, très bien géré sur le plan administratif et très peu cher pour la qualité exceptionnelle du service rendu. Eh bien, il n'y a pas de raison que d'autres pays, en prenant le temps qu'il faut, parce que ça ne se fait pas en 5 minutes, ça se fait sur plusieurs décennies, l'organisation des services de l'eau, eh bien, que les autres pays puissent également accéder aux mêmes services et dans les mêmes conditions économiques que nous. Alors, Monsieur Duchemin, par rapport à ça. Je n'ai rien à retirer à ce que vous venez de dire. C'est exactement, je profite de l'occasion de le dire, exactement ce que vous venez de dire, c'est ce que nous expliquons, par exemple, dans notre exposition permanente à la Vigie de l'eau. Nous avons justement des films que nous avons réalisés sur ce, et c'est exactement ce type de choses. Comme vous le disiez très justement, quand vous allez chercher un seau d'eau à la rivière, il coûte rien. Oui. Mais c'est tout ce qui va se passer derrière, c'est-à-dire il va falloir et la filtrer, la contrôler, la traiter, des réseaux, il y a des coûts, et tout ça, c'est là où sont les coûts. Et je vous rejoins aussi pour dire que ces coûts, effectivement, lorsqu'on les ramène comparés à d'autres coûts, c'est vraiment pas très cher. Pas si important que ça. C'est pas si important que ça. Une chose que j'aurais peut-être tendance à ajouter, c'est dire ce que l'on peut aussi faire attention, c'est de dire il y a certaines eaux qui n'auraient pas besoin, qu'on pourrait éviter de retraiter, etc., pour des usages bien particuliers. La chose classique, par exemple, c'est de dire les eaux de pluie, par exemple, vous pouvez, disons, collecter vos eaux de pluie plutôt que de prendre l'eau au robinet, une eau qui a été traitée, etc., prendre les eaux de pluie pour arroser votre jardin. Mais là aussi, il faut être très prudent dans ces usages, parce qu'il ne faut pas croire que l'eau de pluie que vous prenez est buvable, comme ça. Il est obligé d'être retraité. Alors, ce que je vous propose, messieurs, c'est que nous fassions une courte pause musicale. Et avant de faire cette pause musicale, j'ai une petite annonce à faire passer parce que justement, semaine prochaine, eh bien, moi, je suis très sensibilisé par ces problématiques de l'eau. Et il y a une institutrice qui a voulu faire du thème de l'eau en général un sujet pédagogique, éducatif pour les enfants, et ça marche très bien. Et son idée, c'est de les envoyer une semaine à la mer. Alors justement, on va passer ce petit message. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes de retour sur le plateau de notre émission Libre-Échange en la présence de Monsieur Duchemin de la Vigie de l'eau, dont nous allons pouvoir en parler, et également Monsieur Jean-François Donzier, qui est le directeur général de l'OAO, qui est l'Organisation internationale de l'eau. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'eau, du coût de l'eau, et justement, il y a des pays où l'eau, ça coûte très cher. Ça, vous pouvez peut-être nous en parler, Monsieur Donzier. Écoutez, le problème, c'est souvent que l'eau ne coûte pas assez cher. Vous savez, comme vous le disiez avant la pause, dans beaucoup de pays, aujourd'hui, les responsables, surtout politiques, hésitent à faire payer l'eau. Alors on ne sait pas pourquoi on paye l'électricité et on paye le téléphone sans problème, mais quand il s'agit de payer les services de l'eau pour avoir un service de qualité, là on a des difficultés. Alors c'est souvent le fait que l'eau n'est pas financée à son bon niveau par rapport aux coûts d'investissement et de fonctionnement que les services ne marchent pas.
Or, on sait, je vous citais tout à l'heure les exemples notamment du Maroc ou de la Tunisie, pour rester près de chez nous, où les gouvernements ont fait payer l'eau aux utilisateurs, et notamment aux utilisateurs domestiques, avec des tarifs qui sont des tarifs sociaux, c'est-à-dire que on paye beaucoup moins cher les premiers litres d'eau que ce qu'ils coûtent. Et puis, bien entendu, les gros consommateurs, les hôtels, les industries, les golfs, les activités touristiques ou les gros consommateurs qui ont une villa avec une piscine, etc., payent plus cher. Et ces systèmes fonctionnent parfaitement bien, à la grande satisfaction des gens qui sont, du coup, reliés à un service de qualité et qui savent ce que c'est, parce qu'ils ont vécu avant des situations de pénurie et de distribution d'eau sale faites par des camions-citernes pour le meilleur des cas. Donc aujourd'hui, franchement, le prix que l'on peut faire payer aux usagers reste très raisonnable, et on sait même, encore une fois, faire des tarifs sociaux adaptés à la situation économique des populations pauvres. Alors ceci ne veut pas dire que pour arriver à ces services, il ne faille pas faire des infrastructures, réaliser des infrastructures qui, elles, sont très chères. Bien entendu, dans le milieu naturel, il y a encore dans beaucoup de pays à construire des barrages pour réguler le cours des rivières, pour éventuellement produire de l'hydroélectricité, pour alimenter les canaux d'irrigation. Il y a un problème considérable qui est celui de la recherche des fuites. Vous savez qu'au niveau mondial, oui, on perd dans les réseaux des villes à peu près 50% de l'eau qu'on y met, ce qui est évidemment pas tolérable. C'est énorme. Donc il faut chercher ces fuites et avoir des tuyaux qui restent dans la limite raisonnable, disons de 10% de fuite, qui est un bon objectif technique. Et puis il y a également aussi tout le problème de la, comment dire, de l'économie d'eau en agriculture, avec la nécessité de moderniser les systèmes d'irrigation qui aujourd'hui restent pour beaucoup des systèmes traditionnels avec des pertes par infiltration et par évaporation. Donc il y a beaucoup d'investissements à faire, mais on sait aujourd'hui comment amortir ces investissements de façon à ce qu'au final le prix du service soit raisonnable. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est le fonctionnement qui est aussi le point le plus faible. On a aujourd'hui des problèmes, c'est que le coût de fonctionnement est souvent supérieur au coût d'investissement, ramené évidemment en annuité, et que souvent les personnels qui interviennent dans les services des eaux sont très mal formés. C'est une de nos vocations à nous, à l'Office international de l'eau, d'organiser la formation professionnelle, non seulement des cadres supérieurs, mais aussi des ouvriers les moins qualifiés, qui interviennent pour réparer les fuites, changer les pompes, réparer les installations. Et tout ça, aujourd'hui, ça nécessite une vraie formation professionnelle qu'il faut qu'on puisse organiser. Et ça, c'est notre métier à partir de la grande expérience qu'on a aujourd'hui de nos 2 centres de formation de Limoges et de la Souterraine en région Limousin, où nous formons pour la France plus de 7000 stagiaires par an. Alors justement, Monsieur Duchemin, il faudrait rebondir sur ce que vous dites. Oui, vous avez tout à fait raison. Et nous, je voulais simplement signaler que notre association, par exemple, aussi, a réalisé un certain nombre de films pour faire connaître aussi les métiers de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, c'est beaucoup de métiers. Méconnu. Il y a des jeunes actuellement qui sont en recherche d'emploi et un certain nombre de métiers de l'eau ne sont pas connus. On a réalisé dernièrement, disons par exemple, un film sur le métier de foreur. C'est un métier où les foreurs actuels cherchent du personnel. Donc nous essayons justement de contribuer à ça. Notre association aussi, je suis là pour ça. Eh bien sûr, c'est votre émission. fait aussi un certain nombre de choses en matière, disons, de formation sur ces domaines. Alors, en France, il existe un certain nombre aussi d'autres associations, Monsieur Duchemin, comme la vôtre. Comment ça se passe ? Disons que nous sommes une association de culture scientifique. Notre but avant tout, c'est de donner une information sur tous les aspects et domaines de l'eau. La vigie de l'eau,
est là pour favoriser la connaissance de l'eau dans toutes ses formes, participer à l'effort de culture scientifique, être acteur du dialogue sciences et société, hein, et favoriser l'information et la concertation. Parce que nous avons évoqué, par exemple, à titre d'exemple, on a évoqué essentiellement actuellement dans cette émission, par exemple, l'eau sous son aspect, j'allais dire, boisson, consommation, sous cette forme. Mais ce n'est qu'une partie. Ça n'est qu'une partie. Et l'eau aussi, elle a d'autres usages. Elle sert dans les barrages à fabriquer de l'électricité. Elle sert, disons, dans le transport fluvial. Donc l'eau... L'aspect qui me semble assez fondamental et qu'il faut savoir évoquer aussi, c'est que l'eau est disons, à tous les moments, on va rencontrer des acteurs avec des intérêts différents, hein, autour de trucs. Et c'est pourquoi je reviens tout de suite et je redis cette phrase qui me semble essentielle quand on parle de l'eau, hein, c'est apprendre à gérer l'eau, c'est apprendre à vivre ensemble. D'où l'importance de sensibiliser les populations, d'où l'importance de faire passer ces messages, d'avoir des gestes éco-citoyens. Absolument. Pensez-vous justement par rapport aux actions que vous menez régulièrement, Monsieur Duchemin, première chose, est-ce que vous êtes régulièrement sollicité? Est-ce que les personnes se sentent concernées? Est-ce qu'ils en prennent conscience? Ben, tout à fait. Hein. Nous, si vous voulez, nous disposons à Vittel, nous avons créé un centre qui d'abord comprend, sur 550 mètres carrés, nous avons un espace qui, dans les anciens termes de Vittel, et entre parenthèses, c'est les termes Garnier, donc une très belle architecture, où nous avons une partie, j'allais dire, exposition permanente, où on aborde les problèmes de l'eau, disons, sur le plan des eaux douces. Nous traitons essentiellement que les eaux douces, hein, sous leur aspect gérer l'eau, rivalité, les droits, le problème des droits en matière d'eau, les problèmes de santé, et aussi le cœur, c'est de faire connaître aussi les recherches qui sont menées dans le domaine de l'eau, et notamment en Lorraine. Il y a un certain nombre de laboratoires ici, en Lorraine, qui travaillent sur des domaines concernant ce problème de l'eau. Et nous avons donc, si vous venez dans cette exposition, vous avez 4 heures et demie, vous pouvez passer 4 heures et demie où on va vous donner des informations. J'écoutais tout à l'heure notre... Monsieur Donzier, et ce qu'il disait, par exemple, en matière de coût de l'eau, nous avons, je ne retire pas un mot de ce qu'il a dit. C'est exactement les explications et les commentaires que nous donnons sur ce type Vous êtes en totale harmonie. Harmonie avec ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, nous avons aussi dans cet espace une cybertech, hein, qui est reliée sur, disons, un certain nombre de sites que nous avons sélectionnés où vous pouvez consulter et approfondir un certain nombre de questions sur l'eau, et aussi une partie atelier, hein, où nous recevons, l'année dernière, nous avons reçu à peu près de l'ordre de 1 millier de lycéens et enfants, où nous avons des ateliers sur l'eau, des explications que nous donnons, par exemple, comment fonctionne une nappe phréatique avec des maquettes, qu'est-ce qu'une nappe captive, comment se diffuse une pollution dans une nappe, comment peut-on solutionner ce type de problème. Voilà tout ce que nous pouvons faire, et nous sommes fréquentés par beaucoup, notamment le monde scolaire. On fait encore autre chose qui nous semble important aussi. Nous sommes très bien équipés en matière de numérique. Nous avons donc une visioconférence et nous organisions des visio-chats avec, disons, un certain nombre de lycées. Le dernier que nous avons organisé était un visio-chat entre un lycée du Québec, un lycée de la Meuse, un lycée des Vosges, où on a échangé sur, disons, les problèmes du réchauffement climatique et les conséquences sur le domaine de l'eau. Alors, je voudrais, Monsieur Donzier, tout à l'heure vous parliez justement, par exemple, à Paris, qu'on va chercher à des centaines de kilomètres de l'eau. Est-ce que tout ça ne risque pas de provoquer des perturbations naturelles irrémédiables ? Oui,
question, mais je voulais continuer sur ce que vient de dire Monsieur Duchemin. Monsieur Duchemin, pour lui dire, moi j'aimerais bien qu'on link, comme on dit aujourd'hui, nos sites internet. Vous savez, nous on a un site internet qui est www.oieau.fr, qui reçoit 7 millions de visiteurs par an et qui dispose notamment beaucoup d'informations au titre de sa documentation. On a une documentation qui est à peu près de 250 000 documents en français, anglais, espagnol et différentes langues européennes, qui est consultable en ligne et de façon gratuite. Donc il faut qu'on améliore aussi notre communication ensemble, parce que c'est un travail collectif. Alors, Il est en train de rebondir, là. Hein tout à fait, tout à fait. Alors moi, je vais vous donner aussi notre site www.lavigiedel'eau, toutattaché.eu. Voilà. Alors, sur notre site aussi, ce que l'on fait, à chaque fois, nous organisons aussi des conférences débats avec un certain nombre d'universitaires, de chercheurs, etc., sur des domaines bien particuliers. Et derrière, à chaque fois que après cette conférence, on fait une captation. Et on crée des dossiers que l'on met sur notre site et qui peuvent être consultés. Voilà. Alors, nous avons également, à l'Office international de l'eau, un équipement que l'on peut visiter qui est tout à fait exceptionnel en région Limousin, qui est le Centre national de formation au métier de l'eau, où nous avons reconstitué, un peu comme chez Disney, sur des vraies plateformes, toutes les installations que l'on retrouve dans les services des eaux municipaux et les installations industrielles au niveau de l'eau de process ou de traitement des rejets. Et le principe même des formations que nous offrons, et vous avez raison de dire que l'eau c'est un gisement d'emploi considérable dans beaucoup de métiers, ce sont des formations en situation de travail directe pour que les stagiaires qui viennent acquièrent une véritable compétence professionnelle pratique. Alors, j'en reviens, si vous voulez, à votre question de tout à l'heure sur, Monsieur Blondin, sur le changement climatique, grosso modo. Tout le monde est certain aujourd'hui que le changement climatique est en marche, qu'il va sans doute être même plus marqué au niveau du réchauffement que ce que l'on imagine. Par contre, ce que l'on dit rarement, y compris sur les médias, c'est que la première victime du changement climatique, ça va être l'eau douce. Et qu'il va y avoir des changements considérables dans l'apparition de ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes, et ça va se traduire, si ce n'est déjà le cas, on ne sait pas encore exactement, mais dans beaucoup de pays, ils nous disent les effets du changement climatique, c'est déjà visible, par beaucoup plus d'inondations en période, disons, hivernale chez nous, je parle de l'hémisphère nord et de l'Europe, suivi ensuite parfois aux mêmes endroits ou dans les mêmes rivières par des étiages, des périodes de sécheresse de basses eaux, beaucoup plus longues et beaucoup plus marquées que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et le changement va être visible en moins d'une génération. C'est-à-dire qu'on pense que ça va vraiment être très très sensible dès les années 2040-2050, avec toutes les conséquences que citait tout à l'heure M. Duchemin, y compris sur l'hydroélectricité, sur le refroidissement des centrales électriques thermiques, sur la navigation fluviale, et puis bien sûr sur l'eau disponible, notamment l'été, pour l'irrigation. Et déjà les bassins Adour-Garonne chez nous et Rhône-Méditerranée-Corse sont en train de prévoir des mesures qui permettront l'adaptation en temps voulu. Mais il faut s'attendre à ce que vis-à-vis de la disponibilité des ressources en eau, tout à l'heure on disait oui mais chez nous on a assez d'eau, etc., eh bien que les choses vont changer. Et qu'au moins à certaines périodes de l'année, on risque d'être confronté à plus de risques, encore une fois, des inondations plus violentes et plus fréquentes. Et ça se voit par exemple, je veux dire, cet hiver, on a été servi. Alors c'est peut-être pas directement lié réellement au changement climatique, mais ça donne quand même une alerte. Et puis surtout derrière, même sur des fleuves relativement au nord, pas uniquement méditerranéens, eh bien des sécheresses qui risquent d'être plus marquées, avec également ce que disait M. Duchemin, c'est-à-dire la baisse aussi du niveau des nappes phréatiques, des aquifères souterrains, et le risque de les assécher, d'augmenter la pollution, parce qu'on va densifier la pollution qui est aujourd'hui diluée, et puis bien sûr les intrusions marines lorsqu'on est d'eau salée, lorsqu'on est en littoral.
Donc aujourd'hui, on est vraiment très inquiet des conséquences sur le régime des eaux douces dans pratiquement tous les pays du monde vis-à-vis de cet effet du changement climatique. Justement, vous parliez des eaux salées. Alors, n'est-ce pas une piste, parce qu'il y a plusieurs choses quand même, là, qui est quand même assez alarmante, hein, c'est que la réduction d'eau veut dire aussi concentration de matières nocives telles que les désherbants et autres. Donc, par conséquence, derrière, eh bien, pollution, donc conséquence sur la santé directement des êtres humains. Et deuxième chose, on a l'eau de mer, des océans, qui est assez importante. Est-ce qu'à court, moyen terme, ça peut être une solution? Alors, actuellement, on a fait des progrès considérables dans la technologie et dans le coût du dessalement d'eau de mer ou d'eau saumâtre. Donc c'est une technologie qui est... Mais ça coûte très cher. Mais c'est coûteux. Alors c'est coûteux, c'est surtout coûteux en énergie. Voilà, exactement. Le facteur limitant, c'est l'énergie. Et puis, surtout, le problème, c'est que d'abord, il faut être relativement près de la mer quand même. Donc, c'est pas forcément une technique qu'on peut appliquer partout. C'est une technique qui s'applique d'abord sur des pays ayant des côtes et sur des zones proches du littoral. Et de toute façon, effectivement, compte tenu du coût, qui est essentiellement le coût de l'énergie, encore une fois, c'est une technique qui ne peut être utilisée que pour la distribution d'eau domestique ou d'eau à usage touristique, c'est-à-dire qu'il y a une très forte capacité économique des utilisateurs. Ce n'est pas une solution, en particulier pour l'irrigation agricole, qui est encore une fois le plus gros consommateur d'eau mondial, et ça va continuer d'augmenter avec la croissance de la population. Donc il va falloir de toute façon, même si le dessalement d'eau de mer peut apporter des appoints dans les pays qui vont pouvoir se le payer, il va de toute façon falloir penser à une réforme considérable des modes de production agricole et notamment une meilleure efficacité de l'eau, que chaque goutte serve plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en système traditionnel d'irrigation, on estime qu'il n'y a pas plus d'un tiers de l'eau que l'on utilise qui sert réellement à la croissance des plantes. Par contre, évidemment, dans les pays du Sud, les populations agricoles étant de toute façon des populations plus pauvres et ayant peu d'accès à l'éducation, ce changement dans les pratiques agricoles va prendre du temps, à condition déjà qu'on s'y mette tout de suite, et ça va supposer aussi des aides publiques à apporter aux agriculteurs pour qu'ils puissent faire les équipements et s'adapter à ces nouvelles techniques. Oui, je rejoins un petit peu, je rejoins ce que vous venez de dire. Ce d'autant que moi je distinguerais un peu tout à l'heure vous donniez la répartition dans l'utilisation de l'eau entre l'industrie, la consommation, l'agriculture, donc l'irrigation, et les collectivités. Et les pourcentages sont très différents si vous êtes dans l'hémisphère nord ou si vous êtes dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, l'agriculture, c'est 45% des usages de l'eau. L'industrie, c'est 35%. Les collectivités, c'est 10%. Par contre, si vous êtes au sud, l'agriculture, c'est 85% de l'utilisation de l'eau. L'industrie, c'est 10%, les collectivités, 5%. Pourquoi je dis ça ? Je reviens sur la désalinisation de l'eau. Je pense que c'est une solution adaptée pour alimenter les collectivités, etc. Mais ça ne résoudra en rien, c'est d'un coût beaucoup trop élevé pour aborder les problèmes agricoles, voire même certains problèmes industriels. N'allons-nous pas vers une grande catastrophe écologique et aussi, parce que ça quand même laisse pas présager de bons jours, cela ne risque-t-il pas de mettre en péril, je veux dire, l'être humain, Monsieur Donzier ? Écoutez, il faut être vigilant. Ce que l'on est en train de dire là aujourd'hui entre nous, avec les auditeurs, c'est quelque chose que toute la communauté internationale connaît.
les Nations Unies sont en train de travailler sur les objectifs du développement durable pour la période après 2015. Eh ben, il faut absolument que l'on ait un objectif des Nations Unies sur la gestion de l'eau douce. C'est indispensable pour mobiliser et sensibiliser les gouvernements. Il faut, on n'en a pas parlé, mais on a un autre problème, c'est les eaux transfrontalières. La plupart, il y a 276 fleuves ou lacs qui sont partagés entre au moins 2 pays. Et il y a au moins 300 aquifères qui sont eux-mêmes transfrontaliers. Eh ben, il faut que les pays qui les partagent s'entendent entre eux pour avoir une gestion cohérente. C'est pas comme M. Duchemin parlait tout à l'heure de la communauté et du partenariat pour la gestion de l'eau, mais ça vaut aussi à l'échelle internationale. Tout à fait. Et puis derrière, il faut évidemment que les populations soient sensibilisées pour consommer moins, que ça soit sur le plan technologique, la recherche de fuite, les nouvelles techniques d'irrigation, ou le petit geste, même s'il peut paraître dérisoire à l'échelle de chacun d'entre nous, mais ramener à plusieurs millions d'habitants, voire de milliards d'habitants, ça fait beaucoup d'eau. Du genre couper l'eau quand on se lave les dents, pendant qu'on brosse, vous voyez, les petits gestes comme ça, ou changer son lave-vaisselle s'il consomme trop d'eau, pour nous qui avons des lave-vaisselles évidemment. Tout ça c'est un ensemble. Et on a aujourd'hui, parce qu'on est prévenu, la capacité d'anticiper. D'ores et déjà, l'Union européenne nous demande, à nous les pays membres de la communauté, de prévoir des plans de gestion de bassin pour la période 2015-2021 dans laquelle on va avoir l'obligation d'introduire des mesures pour lutter contre les inondations et la sécheresse et pour commencer à s'adapter à l'effet du changement climatique. Donc, je veux dire, on a les techniques, c'est pas un problème technique. Si on veut, on sait mobiliser l'argent. Encore faut-il qu'il y ait, comme je disais tout à l'heure, une volonté politique pour y aller, mais on n'a pas trop de temps devant nous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer à engager les réformes et mettre en place les programmes d'action nécessaires tout de suite. Et là, on est capable d'être à l'heure et de savoir s'adapter. Et la France peut tirer son épingle du jeu de cela, parce qu'on a une chose qui n'existe pas dans quasiment unique, c'est d'avoir des agences de l'eau par bassin. Eh ben, actuellement, on y travaille. Et ça, je crois que la France, de ce point de vue-là, a une longueur d'avance. Et la mise en place de ces agences de l'eau, c'est vraiment la façon de régler les problèmes. Je voudrais dire aussi, que je vais encore vous dire un petit mot. Nous sommes en train, d'ailleurs, nous avons été labellisés dans le cadre du projet CERCO, donc du Grand Emprunt, et nous sommes en train de créer un jeu sérieux pour éduquer un petit peu nos jeunes sur justement les enjeux de l'eau. Et nous avons choisi la Meuse. J'en parle parce que c'est un fleuve international. La Meuse coule chez nous, mais aussi en Belgique. Et de montrer autour d'un fleuve tous les enjeux qu'il peut y avoir, à la fois la partie internationale, à la fois la partie c'est ce que disait justement consommation, utilisation de l'eau pour des fins de boissons, pour des fins agricoles, le problème des inondations, vraiment, disons, nous, ce que nous cherchons à faire, c'est de montrer que l'eau est un élément clé dans la relation est fondamentale pour l'avenir. L'eau, l'air, la vie, et je crois que c'est la chose importante. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Si il y avait un message à faire passer de conclusion, Monsieur Donzier, et après je donnerai aussi à Monsieur Duchemin, ce serait lequel ? Écoutez, effectivement, il faut d'abord penser maintenant beaucoup à la gestion des ressources en eau dans leur milieu naturel. C'est-à-dire, comme l'a dit M. Duchemin, travailler au niveau des bassins, qu'ils soient nationaux ou transfrontaliers. Vous disiez tout à l'heure que nous assurons le secrétariat du réseau international des organismes de bassin. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 80 pays dans le monde qui ont mis en place des politiques de gestion par bassin qui marchent bien. Et on sait que c'est dans cette voie qu'il faut aujourd'hui aller. Et puis, il faut bien sûr travailler au niveau de l'amélioration des services collectifs avec tous les aspects, c'est-à-dire prévoir à l'avance, avec beaucoup d'avance,
plusieurs décennies d'avance les infrastructures qui seront nécessaires pour faire face aux problèmes, notamment du changement climatique et de l'augmentation de la consommation dans les prochaines décennies jusqu'à la fin du siècle. Et il faut aussi, surtout, améliorer le fonctionnement de ces services. Et ça passe d'abord par la mise en place d'équipes. Là, on est même créateur d'emplois, comme on le disait tout à l'heure, et que ces équipes soient bien formées, et en particulier tous les agents qui interviennent directement sur les installations, qui doivent être compétents et donc à qui il faut donner aujourd'hui la formation professionnelle nécessaire. Alors je rappelle l'adresse de votre site www.waoieau.fr. Monsieur Duchemin, le mot de la conclusion de votre côté. S'il y a un message à faire passer, ce serait lequel? Oui, disons l'eau c'est la vie. Hein, elle intervient dans toutes les dimensions de notre existence. Et j'ai répété plusieurs fois cette phrase parce que c'est vraiment autour de ça qu'il faut que nous travaillons. C'est de dire, disons, l'eau, faut apprendre à la gérer. Hein, et apprendre à la gérer, c'est apprendre à vivre ensemble et avoir des gestes éco-citoyens. Avoir des gestes éco-citoyens, mais disons, de dire, il y a tellement d'enjeux qu'il faut absolument, disons, dialoguer, qu'il y ait un dialogue, et pour qu'il y ait un dialogue qui soit efficace, il faut donner à nos concitoyens une information structurée, bien bâtie, objective, pour qu'ils puissent, disons, prendre en compte tous ces enjeux. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Alors, je rappelle également mon site internet où je vous invite justement à faire partager plein d'informations gratuitement. C'est www.sylvain-blondin.com. Donc, je vous invite également le 28 mars à revenir à la conférence qui va avoir lieu de Fresnes-en-Wavre, là, sur l'eau, qui est un début, un aspect pédagogique, d'aller sur les sites, les réseaux sociaux, parce qu'il y a un résumé vidéo qui sera fait. Et je rappelle aussi également le site de la Vigie de l'eau sur lequel vous pouvez avoir pas mal d'informations. Messieurs, merci beaucoup et à très bientôt. Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin.